Mon travail consiste à faire en sorte que les entrepreneurs, les décideurs, toute personne, toute organisation puisse atteindre ses objectifs spécifiques et sur la durée. Donc, je ne suis pas juriste. Tout commerçant ou toute personne qui interagit avec Internet au Bénin a l'obligation normalement de s'informer, de savoir un peu ce que dit le code du numérique, que l'on soit consommateur ou que l'on soit vendeur. Alors, les vendeurs ont certaines obligations particulières. Si vous êtes vendeur en ligne, l'une des obligations les plus importantes, c'est que vous devez vous identifier. On dit en communication et en marketing que la publicité ne ment jamais, mais que la publicité exagère la vérité. Donc, les commerçants doivent pouvoir comprendre quelle est la limite d'exagération à laquelle ils ont droit. Avec l'essor du numérique et des plateformes de commerce électronique, de plus en plus de Béninois se lancent dans la vente en ligne. Cependant, cette méthode de commercialisation soulève des questions juridiques importantes. Quels droits et obligations pour le vendeur? Comment se mettre en conformité avec la loi? Quels risques encourt-on en cas de non-respect des règles du commerce électronique? Pour éclairer ces questions, nous recevons aujourd'hui M. Adebola Patinvo afin d'explorer les aspects légaux et pratiques de la vente en ligne et de guider les acteurs économiques sur les bonnes pratiques à adopter. Bonjour M. Patinvo. Bonjour, comment vous allez? Ça va bien chez vous? Ça va très bien, merci. Présentez-vous s'il vous plaît. Je suis Adebola Patinvo, je suis spécialiste de la communication, du marketing et de la stratégie. Mon travail consiste à faire en sorte que les entrepreneurs, les décideurs, toute personne, toute organisation puisse atteindre ses objectifs spécifiques et sur la durée. Donc, je ne suis pas juriste, c'est pas ma profession, mais dans mon travail, il y a une certaine complémentarité entre le droit et la communication et la Bien sûr. stratégie d'une certaine manière. Bien. Pour commencer, il est important de comprendre le cadre juridique qui régit la vente en ligne au Bénin et ce que prévoit le code. Pouvez-vous présenter les principales dispositions du code numérique béninois relatives à la vente en ligne et au commerce électronique? Alors, présenter, c'est un peu grand parce Oui. qu'il y a énormément de dispositions qui en parlent. Il y a Mhm. des livres entiers qui sont consacrés à la vente en ligne au Bénin dans le code du numérique. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cadre légal est fixé par le code du numérique. Le code du numérique existe depuis 2017. Donc, tout commerçant ou toute personne qui interagit avec Internet au Bénin a l'obligation normalement de s'informer, de savoir un peu ce que dit le code du numérique, que l'on soit consommateur ou que l'on soit vendeur. Alors, quelle est donc cette obligation pour les vendeurs? Alors, les vendeurs ont certaines obligations particulières. Si vous êtes vendeur en ligne, l'une des obligations les plus importantes, c'est que vous devez vous identifier. Le, le consommateur doit savoir exactement avec qui il interagit. Lorsque vous allez dans les entreprises physiques, vous allez remarquer qu'il y a des plaques qui sont fixées aux devantures des différentes Oui, entreprises, merci. où on retrouve le RCCM, le numéro IFU, Oui. le nom de la raison sociale, etc. Et donc, vous avez les mêmes obligations lorsque vous êtes vendeur en ligne. Vous devez clairement vous identifier. Ensuite, lorsque vous vendez un produit ou un service, vous devez pouvoir informer votre consommateur sur les différentes tarifications qui vont s'appliquer à ce produit ou à ce service-là. Cette tarification doit inclure tous les détails nécessaires. C'est-à-dire que si les frais de livraison ne sont pas inclus dans le tarif que vous présentez, vous devez pouvoir informer clairement le consommateur que les frais de livraison vont s'ajouter. Vous devez spécifier les frais de livraison. S'il y a d'autres frais, s'il y a des taxes qui s'appliquent, vous devez spécifier toutes ces taxes-là au début de la vente. Le consommateur doit pouvoir avoir une idée claire et précise de tout ce qu'il aura dépensé lorsqu'il va vouloir acheter un produit ou un service chez vous. Et par la suite, cette obligation fait en sorte que vous ne pouvez pas pratiquer des prix mensongers. Vous ne pouvez pas appliquer un prix et après dire que ce prix, c'était juste un prix promotionnel et que c'est juste pour faire la pub ou faire le marketing. Ça, c'est pas du marketing, c'est du mensonge. Et c'est puni par la loi. Donc, vous avez cette obligation-là. Vous avez l'obligation aussi de confirmer la commande lorsqu'elle est passée. Lorsque votre consommateur finit de commander chez vous, vous avez l'obligation de faire un récapitulatif qui inclut tous les différents articles que le consommateur a achetés chez vous, de sorte à ce que lorsqu'il y aura litige plus tard,
il y ait un document qui pourra spécifier que le contrat qui vous lie, vous et le consommateur, contient tel élément et tel élément. Donc, vous avez cette obligation-là aussi qui vous est faite. Vous avez l'obligation de protéger les données personnelles de vos consommateurs. Si pendant la conclusion du contrat de vente entre vous et vos consommateurs, il y a des données personnelles qui sont collectées, vous avez l'obligation de collecter ces données-là. Ça veut dire que si un jour vous êtes piraté, la responsabilité vous revient dans un premier temps de, de n'avoir pas assuré la protection réelle des données personnelles. Et les données Ok. personnelles, ça peut être l'adresse mail, le numéro de téléphone, le numéro de carte de crédit, bref, tous les éléments Mhm. qui ont un caractère à données personnelles, vous avez l'obligation de protéger ces éléments-là. Et vous devez aussi assurer un service après-vente. Si le consommateur achète un produit ou un service chez vous et que vous ne lui assurez pas un service après-vente, on peut vous poursuivre ou vous pouvez avoir à payer des dommages et intérêts en fonction de certaines spécificités. Donc, c'est un peu ça, les obligations principales que les consommateurs ont lorsqu'ils font du commerce électronique au Bénin. Et quelles en sont les conséquences pour le vendeur qui déjà n'est pas enregistré, n'a pas pris les dispositions pour que sur son enseigne, qui est son numéro IFU, les informations qu'il doit avoir. Alors, vous savez, le numérique n'est qu'une représentation virtuelle de ce qui se passe dans la vraie vie. Donc, tout ce qui s'applique à quelqu'un qui fait du commerce physique et qui ne respecte pas les obligations légales s'applique d'une manière ou d'une autre aussi à quelqu'un qui fait de la vente et qui se retrouve sur Internet. Et donc, lorsque vous venez sur Internet et vous faites de la vente et que vous ne donnez pas votre raison sociale ou tous les éléments nécessaires qui vont permettre aux autorités ou aussi à vos consommateurs de pouvoir savoir à quoi ou à qui faire recours lorsqu'il y a litige, vous pouvez être poursuivi parce que vous avez manqué d'informer le consommateur. Donc, il y a différents scénarios, il y a différents cas de figure qui peuvent se présenter, qui font en sorte que vous pourriez avoir des problèmes du fait du manque d'information. Ça, la loi a pour vocation de protéger le vendeur, mais aussi le consommateur. Parce que si moi je viens, j'achète chez vous et que dans 10 ans, bon, pas dans 10 ans c'est un peu abusé, Oui. mais que j'achète chez vous et que je n'arrive pas forcément à jouir du bien que je me suis procuré auprès de vous, euh, comment je fais pour pouvoir savoir que c'est chez vous que j'ai acheté? Si aujourd'hui vous avez un certain nom et que demain vous changez de nom, comment je fais pour pouvoir vous retrouver? Donc, c'est à ça que c'est l'obligation d'information en quelque sorte. Donc, vous êtes obligé de le faire. La loi dit qu'il faut le faire. Et c'est intéressant pour vous aussi sur le plan marketing et communicationnel parce que vous devez pouvoir fidéliser vos clients. Lorsque vous avez un client aujourd'hui, euh, la meilleure manière pour vous de gagner de l'argent, c'est de faire en sorte d'avoir des clients récurrents en fonction du service et du bien que vous proposez. Si vous avez des clients récurrents, vous dépensez moins d'argent en publicité que d'aller chercher à chaque fois de nouveaux clients. Donc, vous avez besoin de créer un certain lien. Et ce lien-là va passer quand même par un certain type d'information que vous devez fournir à ces clients-là. Donc, c'est important de le faire. Vous parlez tout à l'heure de la protection des données personnelles des consommateurs, Oui. euh, parce que on constate aujourd'hui, dès qu'il y a un petit contentieux entre le vendeur et le consommateur, le vendeur parfois se permet de publier la photo du client, euh, son numéro de téléphone, peut-être des informations personnelles du client, histoire de mettre sur les réseaux sociaux que cette personne a fait un faux bon ou a débattu le prix, n'a pas payé ou a pris mon produit, n'a pas remboursé le reste de l'argent. Est-ce la meilleure manière? Non, ce n'est pas la meilleure manière parce que stratégiquement, ça vous pose problème à vous-même sur le long terme. Le problème fondamental que moi j'ai pu identifier à mon niveau, au niveau des vendeurs au Bénin, c'est que nous manquons de stratégie et de vision sur le long terme. Les gens se mettent sur Internet et pratiquent des activités commerciales sans avoir une vision globale sur le long terme. Et donc, on se dit que lorsque on a été grugé en tant que vendeur, le meilleur moyen de récupérer ou de se faire justice, c'est de venir sur Internet et d'exposer le client qui a manqué d'honorer sa parole. Sauf que Internet n'est pas un tribunal. Ce vendeur
qui aujourd'hui a eu un problème avec un client et qui vient publier les informations personnelles de ce client-là, même si ce client-là a été en tort à un moment ou à un autre, ce client-là a la possibilité, s'il connaît ses droits, de faire recours aux juridictions compétentes et d'avoir maintenant de la part du vendeur des dommages et intérêts et peut même poursuivre pénalement ce vendeur-là qui, à la base, se disait que le meilleur moyen, c'était de venir sur Internet se rendre justice lui-même. Nous sommes dans un état de droit qui a des juridictions qui sont compétentes et qui sont là pour résoudre les conflits entre les vendeurs et les consommateurs et aussi entre tout le monde. Aujourd'hui, quand vous avez un problème avec quelqu'un, le meilleur moyen, c'est pas de venir sur Internet exposer ce problème-là. Internet s'est un peu trop vite introduit dans nos vies, de sorte à ce que nous ne puissions pas faire la limite des choses et on s'improvise juge, on s'improvise tribunal, etc. Mais non, Internet, c'est pas le tribunal. Internet n'est pas un tribunal. Donc, si vous êtes vendeur et que vous avez une vision sur le long terme, il y a certaines actions que vous n'allez pas poser parce que imaginons que je ne veux pas citer de marque, mais qu'une grande multinationale du pays a un litige avec un consommateur et vienne sur les réseaux exposer ce consommateur-là. Est-ce que vous êtes sûr que, est-ce que vous avez déjà vu un cas comme ça? Si ces grandes marques-là ne le font pas ou ces grandes multinationales-là ne le font pas, c'est qu'il y a des raisons stratégiques derrière. Mais vous allez comprendre tout le temps que ces grandes multinationales-là sont tout le temps dans les tribunaux pour régler les litiges. Donc, le lieu indiqué pour régler les litiges, ce sont les tribunaux. Internet n'est pas un tribunal. En parlant de d'Internet n'est pas un tribunal, on a assez souvent chez les vendeuses ou les vendeurs en ligne sur TikTok, par exemple. Oui. Je dis n'importe quoi, j'ai acheté un vêtement et que à la livraison, c'est pas la taille que j'ai demandé. Et elle n'a même pas la taille que j'ai demandé. Là, je lui demande de retourner mon argent. Et elle se permet de dire, mot pour mot, que non, je ne restitue pas l'argent que j'ai encaissé. D'accord. Alors, il faut comprendre que le secteur du commerce en ligne au Bénin est principalement informel. La majorité des acteurs qui sont dans ce secteur-là, sans vouloir manquer de respect à qui que ce soit, ce sont des personnes qui n'ont malheureusement pas fait euh, un business plan aussi basique soit-il, par exemple. Ce sont des personnes qui sont venues à ce milieu-là parce que ces personnes-là cherchent dignement comment gagner leur pain quotidien. Et ça pose un problème fondamental. Ce problème, c'est que ces personnes-là ne savent pas, par exemple, que le client a droit à se rétracter. Dans le code du numérique, il est dit que vous avez un droit de rétractation. Le droit de rétractation, en quelque sorte, c'est que quand vous achetez un produit ou un service, vous avez le droit légalement de dire que ça ne vous convient plus et de le renvoyer au vendeur et de dire fin du contrat. Cependant, il y a des nuances et il y a des règles à ce que vous pouvez, enfin, pour que vous puissiez exercer ce droit de rétractation-là. Mais vous avez quand même le droit de vous rétracter lorsque vous avez conclu un contrat commercial avec un vendeur. Pour en venir à votre cas où vous avez acheté un produit et où le vendeur vous a fait connaissance, vous a informé qu'il a une certaine taille de produit et qu'ensuite vous constatez que la taille de produit n'est pas correspondante à ce que vous avez conclu avec lui, eh bien, vous avez le droit de vous rétracter. Et le vendeur a obligation de vous rembourser l'intégralité de ce que vous avez déboursé pour acquérir ce bien-là. Les vendeurs aujourd'hui au Bénin se permettent de dire qu'ils ne restituent pas les sous, alors qu'en fait, il n'y a aucune disposition légale qui leur donne le droit de dire que le client n'a pas le droit de se rétracter. Et donc, ils ont créé leur propre juridiction, ils ont créé leurs propres règles et ils fonctionnent en fonction de leurs propres règles. Sauf qu'un jour, il y aura un consommateur, même pour un produit de 2500, qui va se dire, bon, euh, le scandale a assez duré, va saisir les autorités compétentes et malheureusement, un des vendeurs va faire les frais de tout ça. Et donc, moi, je veux profiter pour inviter tous les vendeurs à, avant tout, avant même de lancer le premier live ou de faire la première vidéo promotionnelle de leur produit, à se référer à ce que dit la loi sur l'exercice de leurs fonctions, l'exercice de leur activité, pour savoir comment se protéger eux-mêmes, comment respecter les droits du consommateur et comment éviter au maximum les problèmes. Donc, si vous avez laissé tomber, c'est aussi en partie votre faute parce que vous n'avez pas aussi, en tant que consommateur, fait le devoir de recherche qui est le vôtre pour savoir quels sont vos droits
en tant que consommateur dans un pays qui est régi par certaines règles. Au-delà des obligations légales, il est essentiel de connaître les mesures concrètes pour se mettre en conformité et éviter tout litige avec les consommateurs ou l'autorité de régulation. Quels sont les documents légaux ou registres que tout vendeur en ligne doit tenir à jour pour être en conformité avec la loi? Alors, vous avez déjà le registre, le RCCM, que vous devez avoir. Ça, c'est une disposition légale fondamentale et basique que vous devez avoir. Vous devez avoir un numéro IFU. Mais l'une des choses que les vendeurs ne connaissent pas et ne savent pas du tout, ce sont les conditions générales de vente. Lorsque vous voulez faire des achats sur des sites internationaux ou des grandes multinationales, vous allez voir quelque part où c'est écrit conditions générales de vente. Oui. Lorsque vous ouvrez, vous allez voir énormément de lignes écrites en petits caractères et tout. Ce sont en fait les conditions sous lesquelles le client et le vendeur s'engagent à contracter. Et donc, ces différentes conditions-là vont présenter les différents éléments qui vont être appliqués lorsqu'il y aura un litige, par exemple. Donc, ça, d'une certaine manière, vous dit en fait au client, lorsque nous aurons un problème, on va se retourner par exemple vers tel tribunal. Lorsque tu vas acheter ton produit, tu as tel temps pour te rétracter. Le produit va s'utiliser de telle manière, Okay. etc. Vous devez aussi fournir, en fonction du service et du produit que vous commercialisez, une notice d'utilisation. C'est-à-dire que lorsque vous achetez un médicament à la pharmacie, par exemple, Oui, dans la boîte du médicament, il y a une notice derrière. oui. Il y a une notice qui vous décrit exactement quelle posologie prendre, à Mhm. quelle heure il faut le prendre, comment il faut le prendre, quels sont les moments auxquels vous n'avez pas le droit de prendre ce médicament-là. Vous devez aussi faire cet exercice-là lorsque vous êtes commerçant en fonction du produit ou du service que vous vendez. Et donc, les commerçants ne savent pas, par exemple, il faut une notice ou un guide d'utilisation en quelque sorte. Vous devez aussi pouvoir afficher clairement le prix. Le prix, c'est la base que je l'ai dit tantôt, mais c'est aussi un élément qu'il faut Oui. pouvoir afficher. Si vous êtes en promotion, il faut pouvoir dire clairement quels sont les éléments qui prouvent que vous avez été en promotion et que le prix a été réduit ou qu'il y a vraiment une offre promotionnelle qui s'est appliquée. Et au-delà de ça, lorsque vous avez fini de contracter maintenant, vous devez adresser un document récapitulatif, en quelque sorte une facture dans laquelle vous détaillez élément par élément les éléments qui vont regrouper tout ce qui a constitué le contrat. Ça veut dire les différents produits qui ont été consommés, le prix total, les différentes tâches qui ont été appliquées, le prix de livraison s'il est inclus, etc. Et voilà, ce sont les principaux éléments ou les principaux documents que vous devez pouvoir fournir en tant que euh, vendeur en ligne lorsque vous contractez avec un client. Existe-t-il des sanctions prévues par le code en cas de non-respect des obligations liées à la vente en ligne? Oui, il y a des sanctions qui sont prévues, mais ces sanctions-là sont relatives aux différents types d'infractions que vous allez commettre. Donc, je ne pourrais pas vous dire, il y a un détail particulier. Donc, je vous invite, comme je le disais à l'entame, à vous référer au code du numérique et à savoir exactement en fonction de telle infraction ou en fonction de tel délit, vous avez telle sanction qui est appliquée. Et quelles recommandations donneriez-vous pour prévenir les litiges Alors, avec les clients en ligne? les litiges en général dans la vraie vie, même lorsque vous êtes dans une société, peu importe le nombre d'individus qui composent cette société, c'est fait de litiges. Vous aurez toujours des problèmes avec vos clients, vous aurez forcément des problèmes avec votre conjoint ou avec votre famille, etc. C'est la base. Maintenant, comment faire pour prévenir ces litiges-là? C'est que vous devez déjà avoir des protocoles. Moi, en tant que spécialiste de la communication, du marketing et de la stratégie, ce que je conseille à mes clients, c'est d'avoir des protocoles d'exécution à toutes les chaînes de valeur du processus de vente. C'est-à-dire qu'au début de votre vente, vous avez un protocole que vous respectez. Vous accueillez relativement bien vos clients, par exemple. Ce sont des éléments que les gens ne savent pas, par exemple, ou Vous donnez. n'appliquent pas, alors que ça relève du bon sens. Et c'est basique de sourire à un client ou de l'accueillir convenablement. Lorsque vous le faites, vous réduisez drastiquement la marge de litige que vous avez, à moins que vous soyez face à un client qui est
foncièrement de mauvaise foi, mais sinon des protocoles d'accueil, par exemple. Vous faites en sorte de respecter les différents engagements que vous prenez. Lorsque vous faites une publicité et que dans la publicité, les différents articles que vous décrivez correspondent réellement à ce que vous proposez, ce n'est pas évident que vous ayez des litiges. Ça va quand même, d'une manière ou d'une autre, réduire la quantité de litiges que vous aurez à gérer. Vous faites en sorte de respecter le client dans sa souveraineté de client. On dit que le client est roi, mais chez nous, on a du mal à constater la royauté de ce client-là. Ce qu'on constate, c'est que les vendeurs se disent, si toi, tu n'achètes pas, quelqu'un d'autre va acheter. Et le consommateur, lui aussi, ne connaissant pas ses droits, ne connaissant pas ses obligations aussi, va subir en quelque sorte la mauvaise humeur du commerçant ou du vendeur. Alors qu'en fait, à la base, ça ne devrait pas se passer comme ça. Donc, les recommandations, c'est d'avoir du bon sens, d'être humainement responsable, d'avoir des protocoles d'exécution. Lorsque la crise va se présenter, d'avoir des protocoles de gestion de crise parce que la crise, il faut la gérer, mais avant de la gérer, il faut pouvoir la prévoir. Il faut pouvoir prévoir des scénarios de crise. Si vous vendez, par exemple, des médicaments et que le moyen par lequel vous vendez ces médicaments, c'est le digital, vous avez certainement, si vous êtes un bon entrepreneur, avoir prévu que quelqu'un va prendre ce médicament-là et va faire des réactions allergiques à ce médicament-là. Quelles sont les procédures que vous entamez lorsque un cas comme ça se présente? Quel est le délai de réponse que vous avez? Qui va répondre lorsque la crise va se présenter? Quel est le langage que vous allez parler lorsque la crise va se présenter? Donc, ce sont des petits protocoles comme ça que vous devez mettre en place pour réduire drastiquement le taux ou la quantité de litiges que vous aurez avec vos clients. Vous êtes spécialiste en communication. La vente en ligne ne se limite pas à proposer des produits. Il faut aussi savoir communiquer et promouvoir ses offres dans le respect de la loi. Oui. Le code du numérique encadre la publicité au Bénin en ligne. Oui. Quelles pratiques sont autorisées ou interdites? Alors, je repars toujours sur le bon sens. Le bon sens fait en sorte que lorsque vous vendez quelque chose ou que vous faites une activité commerciale sur les réseaux sociaux, vous êtes aussi d'une manière ou d'une autre consommateur de d'autres services ou produits. Et donc, à la base, vous ne voudriez pas que quelqu'un vienne faire une publicité dans laquelle il ment, en quelque sorte, Oui. où il dit, je possède tel produit, et qu'ensuite, ce produit-là ne soit pas celui qu'il possède réellement, ou qu'il affiche un prix et que ce prix-là ne soit pas celui qu'il pratique réellement. Et donc, vous n'avez pas le droit de pratiquer ce qu'on appelle la publicité mensongère. On dit en communication et en marketing que la publicité ne ment jamais, mais que la publicité exagère la vérité. Donc, les commerçants doivent pouvoir comprendre quelle est la limite d'exagération à laquelle ils ont droit. Vous ne pouvez pas mentir. Mentir, c'est différent d'exagérer. Mentir, c'est différent de mettre certains ou certaines caractéristiques en avant pour pouvoir attirer les gens vers soi, pour pouvoir vendre. C'est différent de mentir. Si vous venez, par exemple, et que vous dites que lorsque on consomme votre produit, on devient 8 fois plus fort, c'est du mensonge. Si lorsque quelqu'un va consommer votre produit, il ne va pas devenir 8 fois plus fort, cette personne a légalement le droit de vous poursuivre parce que vous avez menti. Okay. Donc, il faut savoir aussi ce que vous pouvez promettre. Vous n'avez pas le droit de promettre des choses que vous n'avez pas la capacité de réaliser. Ça, c'est le point le plus important, en fait. Au-delà de ça, le second point le plus important, c'est les prix. Vous ne pouvez pas afficher des prix qui ne sont pas les prix que vous pratiquez. Vous n'avez pas le droit de dire que vous vendez votre produit à 15 000 alors que ou à 500, alors que lorsque le vendeur vient, vous lui dites que le consommateur vient, Oui. vous lui dites que non, c'est à 10 000, alors que vous avez affiché 500. Vous n'avez pas le droit. Ah ouais, ça, c'est une pratique récurrente Oui, c'est une pratique sur récurrente. TikTok. Vous n'avez pas le droit. Vous devez afficher un vrai prix. Et surtout, vous n'avez pas le droit de proposer un service et de ne pas afficher les prix directement sur les réseaux. C'est-à-dire que vous proposez, par exemple, des robes et vous ne proposez pas le prix et vous demandez au client de venir en DM avant de lui donner le prix. Vous n'avez pas le droit. Vous avez l'obligation d'afficher clairement les prix avec toutes les informations qui vont s'y ajouter. Si vous affichez un prix de 5 000 francs
et que plus tard, lorsque le client aura fini de payer, vous lui dites que le total, ça fait 20 000 parce qu'il y a des taxes qui se sont appliquées, on est d'accord que vous ne respectez pas la loi. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous n'avez pas le droit de faire certains types de communication lorsque vous avez une certaine notoriété et que dans votre audience, il y a des mineurs. Il y a certains produits sur lesquels vous ne pouvez pas parler. Il y a certaines représentations que vous ne pouvez pas effectuer parce que vous n'allez pas protéger les mineurs qui constituent votre audience. Vous n'avez pas le droit de faire en sorte de stigmatiser certaines communautés ou des communautés, qu'il s'agisse de communautés religieuses, de communautés ethniques, etc. Donc, vous ne pouvez pas faire une publicité, par exemple, qui va mettre en scène une certaine catégorie de personnes en dénigrant ouvertement cette catégorie de personnes-là. Vous n'en avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de faire des publicités qui vont mettre en scène une femme et vont la réduire à un rôle plus bas que celui de l'homme. Nous sommes dans un pays où la femme et l'homme ont des droits qui sont égaux. Et donc, les publicités que vous faites ou que les commerçants font généralement, ils font en sorte de réduire la femme à un rôle secondaire. En fait, ça, c'est pas normal. Vous n'avez pas le droit de faire ce genre de choses, par exemple. Donc, il y a énormément d'éléments que vous n'avez pas le droit de faire. J'ai suivi dernièrement une affaire qui parlait d'une fille mineure qui a acheté un produit en ligne sur TikTok et que la mère de cette dernière a recontacté la vendeuse pour lui signifier que, mais non, tu ne peux pas vendre ce produit à ma fille et que elle n'a pas l'âge d'utiliser ce genre de produit. Mais la vendeuse a elle de répondre que bah non, c'est pas mon problème, je n'en sais rien et que je ne compte pas restituer les sous ni reprendre le produit. Alors, Que, je suppose que votre question, c'est de savoir quelle est la responsabilité de Mhm, cette vendeuse-là et mhm, qu'aurait pu faire ce ce parent. parent. En fait, en tant qu'être humain, on est responsable de nos actions. Et moi, je partage la philosophie qui dit que si nous voulons que notre monde dans lequel nous vivons soit meilleur, individuellement, nous avons des actions à poser. Et donc, vous ne pouvez pas, par exemple, vendre des produits ou des jouets à caractère sexuel à quelqu'un qui n'a pas 18 ans en tant que vendeur parce que vous voulez vous faire de l'argent. Vous n'allez pas vendre des substances qui vont faire en sorte que un jeune homme fasse plus de 2 heures sur une femme lorsque ce jeune homme-là a moins de 18 ans, par exemple. Mais la plupart du temps, bon, je suppose qu'elles ne savent pas. Alors, vous avez l'obligation de spécifier les différentes tranches d'âge en fonction du produit que vous vendez, bien évidemment, qui sont autorisés à utiliser vos produits. Et donc, ça revient à l'obligation que vous avez de fournir des guides d'utilisation. Lorsque vous rédigez, par exemple, un guide d'utilisation, vous verrez que dans le guide d'utilisation, généralement dans les notices, il y a des âges d'utilisation qui sont Mm. mentionnés. Vous ne pouvez pas, par exemple, prendre tel médicament lorsque vous êtes une femme enceinte ou que vous conduisez, etc. Et donc, quand on se réfère aux différentes notices de produits que nous utilisons, vous allez remarquer qu'il y a certains produits qui sont interdits à la portée des enfants. Vous êtes obligé de faire la même chose. En fait, nous, ici, en Afrique et au Bénin en particulier, Oui. nous nous disons que les autres sont plus développés que nous. Alors qu'en fait, ce qui fait que nous avons cette perception, c'est que les autres arrivent à respecter des petits éléments qui font en sorte que on sente qu'il y a un certain développement, il y a une certaine rigueur, il y a une certaine procédure, il y a une certaine méthodologie qui est appliquée. Alors que les différents éléments, pour que nous-mêmes, ici, sous nos cieux, ces procédures-là soient appliquées, existent. Sauf qu'on ne fait pas l'effort d'information. Et donc, cette vendeuse-là, qui dans un premier temps vend des produits qu'un mineur n'est pas censé utiliser, a manqué par exemple de prendre des informations ou de fournir même à son niveau des informations sur la catégorie qui est légalement autorisée à utiliser le produit qu'elle commercialise. Vous n'allez pas commercialiser certains produits à une audience composée de tout le monde. On est d'accord que il vous faut poser un cadre pour dire mes produits, ce sont telle catégorie de personnes, telle Mhm. catégorie de personnes qui, vous devez définir votre audience, définir votre cible. Donc, vous ne pouvez pas vendre tous les produits à un mineur et être contacté par les parents et ne pas prendre
la peine de restituer ou de présenter tout au moins vos excuses en disant que vous n'avez pas l'information parce que c'est sûr que le secteur ou le système fait en sorte qu'aujourd'hui, vous n'avez pas forcément l'information. On peut comprendre ça parfaitement parce qu'on est aussi des humains, on est dans le système, on le comprend. Mais le minimum, c'est de présenter vos excuses et de dire que vous n'étiez pas informé et qu'à l'avenir, vous allez prendre les mesures nécessaires pour que ça ne se reproduise plus avec d'autres personnes. Ça, c'est la bonne foi du commerçant. Et ça fait en sorte que cet moment-là, ou ce parent-là qui a vécu cette situation avec vous, va se dire, bon, ce commerçant-là, il est de bonne foi, je peux le recommander à d'autres personnes, ça va vous éviter d'autres litiges. Ce parent-là a le droit, par exemple, de saisir les juridictions compétentes qui vont venir fouiner dans vos affaires pour se rendre compte, par exemple, que vous ne payez pas vos impôts ou que vous commercialisez des produits alors que vous n'avez pas les autorisations nécessaires pour commercialiser ces genres de produits-là. Donc, vous pouvez avoir un effet boule de neige à partir d'une petite situation que vous avez refusé de régler gentiment avec un protocole de gestion de crise basique et avoir de gros problèmes, vous vous retrouvez en prison, vous vous retrouvez à payer énormément de dommages et intérêts. Donc, le bon sens doit primer à la base. Lorsque vous venez sur les réseaux pour faire du commerce, vous devez avoir du bon sens. Vous devez être capitaliste parce que vous êtes là pour faire de l'argent d'une manière ou d'une autre, mais vous devez avoir du bon sens et avoir une certaine responsabilité vis-à-vis de vos consommateurs et vis-à-vis de la société en général. Nous n'allons pas parler de vente en ligne sans parler de stratégie et de communication. Quelles sont les bases d'une bonne stratégie de communication pour vendre en ligne? Alors, Surtout sur TikTok. surtout sur TikTok, la différence entre moi et les autres communicants, c'est que les autres communicants vont vous élaborer des stratégies tout de suite. Moi, je vais dire que tout part des objectifs que vous avez. Si vous venez me voir, moi en tant que spécialiste, et vous me dites que vous avez un objectif de vendre 1 million par jour, nous allons poser des actions qui vont faire en sorte que vous puissiez atteindre ces objectifs-là dans la durée. Vous devez comprendre dans un premier temps que avant de venir sur les réseaux, après avoir étudié votre marché, après avoir défini votre cible, après avoir défini le produit que vous allez commercialiser, la prochaine chose à faire, c'est de définir les différents objectifs commerciaux que vous voulez atteindre. Lorsque vous aurez fini de définir ces objectifs-là maintenant, vous allez analyser votre marché et définir les différentes cibles auxquelles vous voulez vous adresser. Lorsque vous finissez cette définition-là maintenant, vous n'allez pas appliquer le même langage de communication à ces différentes cibles-là. C'est impossible. Parce que quelqu'un qui a 18 ans, qui est un homme, ne va pas parler le même langage, ne va pas avoir les mêmes comportements que quelqu'un qui a 25 ans et qui est une femme. Ces personnes-là ne partagent pas les mêmes centres d'intérêt. Donc, la première chose, c'est de connaître l'audience à laquelle vous allez vous adresser dans un premier temps. Puisque vous avez parlé spécifiquement de TikTok, l'autre chose, ça va être la création de contenu. Quelle est la qualité et quel est le temps que vous allez mettre à créer du contenu? Aujourd'hui, moi, j'estime que la majorité des personnes qui sont sur les réseaux sociaux font une confusion aberrante entre leur propre vie et leur entreprise. Vous allez voir des commerçants aujourd'hui qui sont obligés d'inventer des histoires de toutes pièces pour pouvoir vendre leurs produits. Alors qu'en fait, ça ne devrait pas se passer comme ça. Vous pouvez ou vous devez, en temps normal, si vous êtes un entrepreneur, et encore une fois, vous avez la vision sur le long terme, pouvoir, même lorsque vous êtes absent, faire en sorte que votre business continue de tourner. Si vous, madame, par exemple, vous dites que vous voulez commercialiser des perruques et que vous créez une marque qui commercialise les perruques, vous devez faire en sorte que votre entreprise, même lorsque vous, en tant que personne physique, vous n'êtes plus présente, vous n'êtes plus disposé à créer du contenu avec votre image, que votre entreprise continue de pouvoir vous générer des revenus. Et donc, vous devez faire une dissociation sérieuse entre votre vie personnelle ou votre contenu personnel et le contenu de votre entreprise. Encore une fois, ça dépend de vos objectifs. Il y a des personnes qui vont utiliser la stratégie de l'association entre le contenu personnel et le contenu de l'entreprise parce que ce sont leurs images ou c'est leur image qui va faire en sorte qu'ils vont avoir des clients. Si on prend des célébrités, vous allez voir que ces différentes célébrités-là vendent à cause de leur image. Mais derrière, arrivent quand même d'une manière ou d'une autre à séparer leur image de l'image de leur entreprise. Donc, c'est important de pouvoir faire, dans un premier temps, ces dissociations-là. Dans un second temps,
Il ne faut pas vous improviser spécialiste de la communication et du marketing. Ce n'est pas votre métier. Lorsque vous avez un mal, vous allez à l'hôpital, vous voyez un Mhm. médecin, le médecin fait la consultation pour vous et vous dit, vous souffrez de telle chose, vous souffrez de telle chose. C'est la même chose avec la communication et le marketing. Malheureusement, aujourd'hui, nous vivons dans une ère où la majorité des personnes s'improvisent spécialistes de la communication et du marketing. Sauf que moi, personnellement, je considère que la communication, le marketing et la stratégie sont des sciences à part entière. C'est un art de pouvoir communiquer, de savoir quoi dire, de savoir comment le dire, de savoir quelle couleur il faut associer à tel élément, à tel événement, quelle est la tonalité du message qu'il faut adopter, etc. Donc, il ne faut pas vous improviser spécialiste de la communication. Moi, je vous recommande, lorsque vous avez une vision sur le long terme, d'aller consulter des spécialistes de la communication que vous sachiez sérieux, des personnes qui ont une certaine expérience, qui ont démontré par leur connaissance avoir une certaine maîtrise du secteur dans lequel vous voulez exercer, de leur confier vos projets, de mettre les différentes ressources à disposition et de suivre les différents conseils que ces personnes-là vont vous donner. Et surtout, de comprendre que ces personnes-là ont étudié leur art et donc vont pouvoir avoir une certaine meilleure vision des choses que De vous. vous. Et donc, à part ça, de pouvoir ensuite créer une vraie communauté autour de vous. Parce que TikTok, c'est le réseau social par excellence pour faire de l'argent. Lorsque Mhm. vous venez sur TikTok et que vous proposez un service qui résout réellement un problème ou un bien qui résout réellement un problème, vous allez vous faire énormément d'argent. Donc, de proposer un bien ou un service qui va venir combler un réel besoin et qui n'est pas juste là pour faire du remplissage. Si vous voulez aller sur des produits de saison, trouvez les saisons qui sont adaptées pour pouvoir faire votre commerce, trouvez le langage de communication adapté pour pouvoir faire votre commerce. Investissez dans la création de contenu. Euh, ne vous rabattez pas sur les commérages ou sur tout ce qui va être négatif ou ne vous dites pas que c'est forcément le bad buzz qui va faire en sorte que vous allez vendre. Le bad buzz va avoir une, un- une notoriété temporaire. C'est un buzz. Le buzz, par définition, c'est un événement qui a une notoriété qui est Mhm. temporaire. Ça va passer, c'est éphémère. Et donc, si vous voulez rester sur le long terme, vous n'allez pas vous associer à chaque fois avec du bad buzz. Évitez au maximum le bad buzz. Mettez en place maintenant des protocoles de gestion de crise. Avant de commencer à vendre la première chose ou le premier article sur les réseaux, définissez les différents scénarios qui vont faire en sorte que vous vous retrouviez en crise, par exemple. Que vous ayez vendu un produit et qui a un client insatisfait, définissez qui va répondre à ce client insatisfait-là. Dans combien de temps vous allez répondre à ce client insatisfait-là? Quel est le langage que vous allez parler à ce client insatisfait-là? Donc, vous définissez différents scénarios dans lesquels vous pourrez vous retrouver en fonction de l'activité commerciale que vous pratiquez. Et si vous mettez tous ces différents éléments-là ensemble, vous allez pouvoir avoir une base solide qui va vous permettre d'exercer d'une manière ou d'une autre euh, votre art, votre commerce et avoir les revenus nécessaires pour vivre dignement. Quelqu'un qui débute Oui. dans la vente en ligne, en matière de confiance, comment construire la confiance avec des clients qu'on ne voit pas physiquement? Alors, la confiance se construit sur le long terme. Encore une fois, les réseaux sociaux sont une extension de la vraie vie. Et donc, vous ne pouvez pas inspirer la confiance si vous n'avez pas fait l'épreuve du temps. La Mhm. confiance se construit sur le long terme. C'est la base. Dans les relations personnelles que nous avons tous les jours avec nos amis, avec notre famille, avec nos conjoints, nous leur accordons notre confiance après un certain temps. On n'accorde pas forcément la confiance parce qu'on a vu quelqu'un. C'est sûr que l'apparence, d'une manière ou d'une autre, a fait en sorte que le degré de confiance ou le temps que l'accord de cette confiance-là va prendre va être différent en fonction de quelqu'un ou de Mhm. quelqu'un d'autre. Ça, c'est évident. Et donc, c'est la même chose sur les réseaux. Lorsque vous investissez ou que l'apparence ou ce que vous renvoyez à celui qui se cache derrière son téléphone fait en sorte qu'il se dit, cette personne-là maîtrise ou cette personne-là ne va pas me gruger. C'est déjà une première étape que vous avez franchie pour construire cette confiance-là. Donc, vous devez comprendre que vous n'allez pas inspirer la confiance après une journée, ou bien vous n'allez Mhm. pas inspirer la confiance si vous venez sur les réseaux sociaux et que aujourd'hui vous mettez un prix
et que demain, ce prix-là n'est pas le même pour le même article, ou bien que vous avez une réputation qui n'est pas excellente dans le milieu, etc. Donc, la confiance va se construire sur le long terme. La confiance va passer par la qualité, puisqu'on est sur les réseaux, du contenu que vous allez produire. Ça va passer par le langage que vous allez parler. Ça va passer par la maîtrise que vous allez avoir de votre domaine, de votre secteur et des différentes étapes ou des différentes saisons de votre secteur. Ça va aussi passer par la qualité de l'image. Aujourd'hui, les gens négligent réellement ce facteur création de contenu et s'improvisent encore une fois créateur de contenu. C'est un métier en quelque sorte, la création de contenu. Aujourd'hui, on est en train d'enregistrer une émission, il y a forcément quelqu'un qui est derrière la caméra et lui, c'est ce qu'il a étudié. Aujourd'hui, avec votre téléphone, vous pouvez créer du contenu. Mais encore, il faut aller vous former pour avoir les bases nécessaires pour pouvoir proposer quelque chose qui est agréable à voir. Et c'est ça aussi qui va construire votre réputation. C'est ça qui va améliorer votre image. Et c'est ça qui va bâtir tout un écosystème qui va faire en sorte que celui qui est derrière son téléphone puisse avoir confiance en vous et vous accorder facilement sa confiance pour pouvoir acheter chez vous. Alors, en matière de défis, quels sont les principaux défis de la vente en ligne au Bénin? N'étant pas moi-même vendeur, je ne suis Oui, pas oui, forcément le meilleur pour répondre à cette question, mais je dirais que euh, personnellement, pour les personnes que j'ai pu accompagner, l'une des choses que j'ai remarqué, c'est que les consommateurs ne connaissent pas leurs droits. On ne connaît pas nos droits, mais surtout, on ne connaît pas nos obligations. Parce qu'il ne faut pas penser que la loi est là que pour punir. La loi est aussi là pour protéger les vendeurs. Et donc, vous allez vous retrouver avec des personnes qui vont vouloir acheter chez vous, mais qui sont foncièrement de mauvaise foi. Et euh, ça fait mal de pouvoir investir du temps, d'investir de l'argent, d'investir de l'énergie et que derrière vous tombez sur des personnes qui sont de mauvaise foi ou qui vont prendre des articles aujourd'hui ou qui vont passer des commandes. Vous allez envoyer le livreur et la personne ne décroche plus, par exemple. Vous voyez, c'est un ouais. investissement qui fait mal. Et donc, il y a énormément de difficultés que les personnes qui pratiquent le commerce en ligne vont rencontrer, dû aussi au système, parce que ces personnes-là n'ont pas forcément les moyens nécessaires pour créer, par exemple, un site web ou pour dire que elles vont créer différents organismes qui vont faire en sorte que il puisse y avoir un tunnel pour écouler leurs différentes marchandises ou produits. Donc, ces personnes vont se retrouver avec des stocks et ne pas pouvoir vendre, alors qu'elles auraient pu vendre si elles appliquaient des techniques ou si elles connaissaient les différents éléments qui sont mis en place par l'écosystème numérique pour pouvoir écouler facilement ces produits-là. Donc, il y a des difficultés qu'il ne faut pas ignorer et qui existent bel et bien. En gros, quel conseil donnerez-vous aux entreprises, en particulier qui souhaitent lancer leur activité en vente en ligne au Bénin afin de sécuriser juridiquement leurs activités et gagner la confiance des... Première chose, prenez les différentes réglementations de vos secteurs, lisez-les à tête posée, relisez-les encore une fois et relisez-les encore pour savoir Mhm. exactement ce que la loi vous autorise à faire, quoi ne pas faire et comment vous sortir des différents problèmes. Deuxième chose, référez-vous à quelqu'un qui peut vous accompagner sur le plan stratégique, communication et marketing. Faites en sorte de ne pas vous improviser créateur de contenu, même si vous voulez le faire, allez vous former à ce genre de choses-là d'abord avant de vous improviser. Et troisième chose, ayez juste du bon sens. Pratiquez votre activité avec le bon sens en vous disant que le produit que vous commercialisez peut être consommé par votre enfant ou par vous-même. Et que lorsque, si par mégarde vous arrêtez ou vous vous retrouvez dans une situation qui vous pousse à arrêter la commercialisation de ce produit ou de ce service-là, vous pourriez vous retrouver à consommer le même produit ou service dans 2 mois, dans 3 mois. Donc, le traitement que vous souhaitez que le vendeur avec lequel vous allez contracter vous applique, appliquez vous-même ce bon traitement-là déjà à vos clients. Merci, Monsieur Patimbo. La vente en ligne représente une opportunité majeure pour les entrepreneurs béninois, mais elle impose un respect strict du cadre juridique, la connaissance des obligations légales, la protection des données et le respect des droits des consommateurs sont essentiels pour sécuriser l'activité et éviter les litiges. En s'informant et en mettant en place les bonnes pratiques, chaque vendeur en ligne peut non seulement se conformer à la loi, mais aussi renforcer la confiance de ses clients
et développer durablement son activité sur le marché numérique béninois. Merci, Monsieur Pativo. C'est un plaisir.